Europe 1, 13h. Vous écoutez Mickaël Dorian jusqu'à 14h sur Europe 1 et l'heure est au décryptage de l'actualité. Avec vous aujourd'hui, Mickaël, Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match, et Jonathan Sixou, rédacteur en chef au magazine Causeur. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mickaël. Merci. L'armée israélienne annonce avoir récupéré 6 corps d'otages morts à Gaza, 6 hommes retenus ensemble dans un tunnel après leur enlèvement le 7 octobre dernier. Plus d'une centaine d'otages seraient toujours captifs à Gaza, dont 2 Français. Les otages font-ils encore partie des priorités plus de 10 mois après les attaques du 7 octobre? Lou Fritel. Il se trouve que en ce qui concerne la guerre à Gaza, en France en tout cas, on n'a pas beaucoup parlé en vérité des otages, alors qu'on a des binationaux qui sont encore retenus. Ça a été même un sujet qui est mis plutôt sous le tapis, y compris dans des endroits où on s'attendait plutôt à avoir je pense aussi à des rédactions en particulier où on s'attendait à avoir un certain élan républicain, patriote. Et finalement, le fait est que la guerre à Gaza est désolé, je suis malade à crever, donc j'ai un peu de mal là aujourd'hui. Ça s'entend pas, je vous rassure. Et puis ça faisait pas partie des sujets non plus, je m'attendais pas du tout à être interrogée là-dessus. Mais il se trouve que c'est un sujet le conflit israélo-palestinien est un sujet marqueur à gauche. Et c'est vrai que dans une logique vraiment de conflictualité, de minorité contre majoritaire, dominant-dominé. Aujourd'hui, c'est repris énormément. Le conflit israélo-palestinien permet de justifier cette logique-là. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans des rédactions, mais aussi dans des mouvements politiques. Je pense à la France Insoumise, je pense aussi au PS, avec cette conflictualité où on se retrouve à se poser la question, est-ce qu'on défend les otages, les franco-israéliens qui sont sur place, ou est-ce qu'on se place toujours dans la logique de défendre le dominé, donc caricaturalement le musulman, le palestinien, et on omet peut-être parfois volontairement cette partie-là. Jonathan Sixou. C'est vrai que le sort de ces otages est passé au second plan ici en France immédiatement. Ça n'a pas été le cas, évidemment, en Israël, où la mobilisation des familles, des proches est quotidienne depuis le 7 octobre. Il est vrai également, et c'est l'une des raisons pour laquelle, à ma connaissance, le Premier ministre israélien est plus que contesté au sein même de son propre gouvernement, c'est que tactiquement, et les militaires que vous pouvez croiser, interviewer, vous le diront mieux que moi, mais c'est d'eux que je l'ai appris, vous ne pouvez pas mener une guerre d'offensive et des opérations commando pour récupérer des otages en vie. Il y a malheureusement une incompatibilité tactique, stratégique pour faire les deux à la fois. Ça a pu être le cas il y a quelques mois, j'allais dire quasiment par miracle, que des commandos israéliens aient pu sauver lors d'opérations des otages vivants, mais on voit bien que ces derniers temps, quand des otages reviennent, ce sont leurs dépouilles qui sont rendues aux familles. On a aussi l'impression qu'aujourd'hui, dans les pourparlers, ils font partie d'une forme de monnaie d'échange dans les négociations qui doivent reprendre au Caire. En échange d'un cessez-le-feu et ne l'oublions pas aussi, la libération de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, des prisonniers qui, pour beaucoup, ont du sang sur les mains. Le Hamas pourrait libérer des otages. Encore une fois, libérer des otages ou rendre des dépouilles. Dans le cas du Hamas, c'est assez sordide comme négociation. Des négociations sont en cours à l'heure où nous parlons toujours au Caire, comme vous le dites. C'est évidemment dans la balance, si je peux m'exprimer ainsi. Et quand je parle de monnaie d'échange, c'est-à-dire que la communauté internationale, depuis 10 mois, exige un cessez-le-feu. Ne devrait-elle pas exiger la libération des otages, Lou Fritel? C'est ce que disent en tout cas même les Juifs de France. C'est quelque chose qui revient énormément, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements politiques et il y a aussi des pays qui ne mettent pas ça dans la balance. Pour revenir sur la question aussi de la monnaie d'échange et des dépouilles, c'est une chose, c'est que le Hamas, peut-être à un moment donné, je suis pas dans leur esprit, mais j'imagine qu'à un moment donné, l'idée d'utiliser les otages de façon à pouvoir peser sur ce conflit pouvait être plus
percutante si c'était organisé de façon à pas les perdre, parce qu'il y a eu ça aussi. Ouais. Les otages se sont retrouvés, il y en a qui ont été complètement perdus, et il y en a qui ont été tués aussi malencontreusement, donc ils se sont retrouvés aussi dans la situation d'avoir une monnaie d'échange qui n'en était plus une, avec du coup des exigences toujours plus importantes vis-à-vis d'Israël, notamment la libération de centaines, parfois je crois même avoir entendu une fois 1000 prisonniers palestiniens, sachant pertinemment que Exigence de la part du Hamas, vous voulez dire. De la part du Hamas, sachant pertinemment que Israël n'accéderait pas à leur demande, mais parce qu'ils ne sont pas aussi en capacité de pouvoir rendre les otages. Jonathan Sicsou. C'est toujours terrible de voir effectivement dans le cadre de ce conflit précisément depuis toujours qu'il y a une dissymétrie totale, c'est-à-dire que vous n'avez pas vous parliez des négociations en cours et du sort de ces otages qui sont contre des prisonniers palestiniens. C'est pas un prisonnier contre un otage. On se souvient que pour la libération il y a plusieurs années de cela du soldat Gilad Shalit, contre sa libération, ce sont 1000 prisonniers palestiniens, comme Lou venait de le rappeler, qui ont été rendus, libérés par Israël. Y compris Yahya Sinwar, qui est le cerveau des opérations du 7 octobre. Et vous faites très bien de le rappeler. Donc on peut imaginer, si on se tient à ce type de proportion, ce que pourrait être la part, le geste que feraient les Israéliens pour complaire d'une façon ou d'une autre au mouvement terroriste. Alors pour revenir à cette découverte macabre de Tsahal, est-ce qu'elle ne risque pas de constituer un nouveau frein dans les négociations qui sont en cours, Lou Fritel ? Nécessairement, dans la mesure où il faut savoir aussi que le gouvernement Netanyahou, en France on n'en a pas forcément conscience, mais en Israël, les familles d'otages sont très mobilisées et il y a une contestation, et il y a eu une contestation en réalité dès le lendemain des attaques du 7 octobre de Netanyahou et de la façon dont il s'est troué, honnêtement, dont les services de renseignement n'ont pas pris la mesure de la menace qui planait et aujourd'hui, sur la façon dont est gérée cette libération des otages. Donc oui, c'est un frein, mais surtout, Netanyahou se retrouve dans une situation où il ne peut pas non plus il ne peut être qu'intransigeant sur cette question-là, parce qu'il sait très bien qu'il est menacé politiquement dans son pays. Il faut rappeler aussi que Netanyahou, c'est quelqu'un qui a plusieurs affaires judiciaires derrière lui et qui s'est allié avec des partis très extrémistes pour conserver le pouvoir et ne pas être jugé pour des faits de corruption qui sont absolument démentiels. Et la population israélienne en a parfaitement conscience. Et elle se trouve, d'une certaine façon, prise en otage aussi par son chef de gouvernement. Alors, il y a une autre image qui a heurté la classe politique française, c'est celle de Rima Hassan, députée européenne de la France Insoumise, présente lors d'une manifestation en Jordanie, une manifestation qui a rendu hommage à Ismaïl Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, éliminé par Israël le 31 juillet dernier à Téhéran. Une réaction d'abord, on parle d'une élue de la République qui s'affiche avec des soutiens du Hamas, Jonathan Sicsou. Je vous rappelle que Rima Hassan est d'ores et déjà visée par une plainte pour apologie du terrorisme. Les sorties de Rima Hassan, si vous voulez, ne sont même plus de l'ordre des outrances verbales de Jean-Luc Mélenchon. Ce sont réellement des messages de haine qu'elle véhicule. La cause d'un État palestinien est parfaitement juste et légitime. Et il faut absolument répondre un jour ou l'autre et efficacement à cette aspiration. Mais quand on voit par qui cette cause juste et noble est défendue, c'est tragique. Et c'est tragique en premier lieu pour les Palestiniens. Rima Hassan s'illustre également par des intimidations, par des menaces. Je vous rappelle que le dernier en date, c'est François-Xavier Bellamy qui en a fait les frais au sein même du Parlement européen, où elle est élue depuis les dernières élections. Je suis effaré de voir que ceux qui ont été élus aussi bien à Bruxelles que lors des législatives anticipées au sein de LFI, élus dès le premier tour, ce sont les plus radicaux de la bande. Écoutez ce qu'en disait Rémi Cardon ce matin, sénateur de la Somme et porte-parole du Parti Socialiste, c'était sur Europe 1. C'est encore du cinéma. Je veux dire, quel est l'intérêt
s'afficher, de médiatiser ça. Enfin, je veux dire, je pense que en quoi ça va changer la vie des Français? C'est quand même important, pardonnez-moi, qu'une eurodéputée, qu'une élue de la République manifeste auprès des soutiens du Hamas, c'est, encore une fois, ça n'est pas anodin, pardonnez-moi. Ah oui, non, mais c'est... Vous le condamnez ou pas? Je trouve ça, ce n'est pas adapté au moment, au contexte politique. Quel est l'intérêt de faire ça? Il n'y a aucun intérêt. Ouais, donc vous le condamnez? Bah oui. Rémi Cardon, interrogé par Lionel Gougelot ce matin sur Europe 1, on sent que c'est un sujet qui embarrasse la gauche, Lou Fritel. Oui, et alors Rima Hassan comme Jean-Luc Mélenchon sont embarrassants tous les deux sur divers plans. Il y en a un qui demande une destitution et l'autre qui va justement manifester avec les soutiens de terroristes. Pour Rima Hassan, c'est quand même, au début, quand LFI va la chercher, ils savent très bien à quoi s'attendre. Il s'agit d'une militante pro-palestinienne qui s'est revendiquée, qui a toujours tenu des propos très limites. Effectivement, elle est aujourd'hui sous le coup d'une plainte, d'une enquête pour apologie du terrorisme. Mais ce qui est fou, c'est qu'il s'agit quand même d'une élue européenne qui a été élue sur une liste française et que je n'ai jamais entendu parler d'Europe. C'est quelqu'un qui est... Je me pose même la question de savoir si elle aime la France. Donc je pense aussi que ce n'est pas totalement anodin de faire ça dans un moment politique particulier en France. Alors, elle est proche de Jean-Luc Mélenchon. C'est condamné à demi-mot par la gauche. Est-ce qu'il faut sanctionner Rima Hassan? La députée macroniste Caroline Yadan annonce saisir le procureur de la République pour provocation à la haine et elle demande la levée de l'immunité parlementaire de Rima Hassan. Un mot très rapide. Ce serait la moindre des choses, me semble-t-il. Je suis effaré de voir les prudences extrêmes que prennent les gens de gauche, tels que celui que nous venons d'entendre, pour condamner et même pas condamner à demi-mot de tels propos. Lou Fritel, vous partagez? Mais rien que pour redonner, je veux dire, si LFI a vraiment vocation à gouverner ou en tout cas à changer la vie des gens qui votent pour eux, rien que pour redonner une vertu à ce parti, oui, ce serait le minimum syndical que d'avoir une enquête sur Rima Hassan. On va continuer de parler politique dans un instant sous le prisme d'Alain Delon. Depuis l'annonce de sa mort dimanche matin, l'acteur continue de diviser la classe politique. Elle l'est déjà, elle n'a pas attendu le décès d'Alain Delon pour se déchirer, mais depuis sa mort, les réactions sont frappantes. Les hommages de la droite ne sont pas les mêmes que ceux de la gauche. On en parle dans un instant avec mes invités. Restez avec nous pour la suite d'Europe 1, 13h. À tout de suite.